En quelques heures, une présidence déjà fissurée s'est effondrée comme un décor trop lourd. Dans les rues de Bissau, la peur annoncée par l'extérieur a basculé en soulagement, pendant que les institutions vacillaient et que la confiance, usée depuis des mois, se déchirait au grand jour. Ce renversement fulgurant n'est pas seulement une arrestation, il expose corruption, dépendance extérieure et mépris quotidien, jusqu'au point où l'armée devient l'interrupteur d'un État déconnecté. Que signifie cette bascule pour l'Afrique de l'Ouest quand Ibrahim Traoré revient comme comparaison, avertissement et promesse mêlées? La suite dira si le répit devient réforme. L'objectif ici est simple: comprendre ce que révèle réellement la chute d'un président en Guinée-Bissau, au-delà de l'image spectaculaire d'un pouvoir renversé. Il ne s'agit pas seulement d'identifier un événement, mais de saisir un mécanisme. Comment un système politique peut se débrancher progressivement de sa population, jusqu'à ce qu'une intervention brutale paraisse, aux yeux de beaucoup, comme la seule décision encore lisible. L'enjeu est concret. Pour le spectateur, il s'agit de distinguer un soulagement immédiat d'un changement durable et d'évaluer ce qui peut transformer une rupture militaire en trajectoire politique viable. À ce stade, deux risques se font face. D'un côté, croire que la chute suffit à réparer des institutions affaiblies. De l'autre, ignorer que cette rupture crée aussi un précédent lourd de conséquences pour la stabilité régionale. Comprendre cette bascule permet d'éviter une lecture simpliste et de mesurer ce qui est réellement en jeu, la capacité d'un État à redevenir crédible pour ses citoyens. Une première chose surprenante apparaît. L'effondrement n'a pas commencé le jour de l'arrestation, mais bien des mois auparavant, lorsque la décision de prolonger le mandat présidentiel jusqu'en 2025 a été perçue comme un détournement des règles plutôt qu'un arbitrage institutionnel. Une seconde, tout aussi décisive, se dessine. Une seule décision formelle a suffi à déclencher la rupture, parce que la confiance civilo-politique était déjà presque épuisée. Ces deux éléments déplacent la question centrale. Il ne s'agit plus de demander pourquoi tout s'est joué si vite, mais comment un système aussi fragilisé a pu tenir aussi longtemps sans imploser. Les dissolutions répétées du Parlement avaient réduit la capacité législative à un rôle quasi symbolique, tandis que la gouvernance par décret renforçait l'impression d'un pouvoir distant et peu contrôlé. Dans la vie quotidienne, cette érosion prenait des formes tangibles. Les services publics se dégradaient, les hôpitaux signalaient des pénuries persistantes et les rumeurs de fonds disparus circulaient dans des quartiers déjà frappés par la hausse des prix. La rue semblait calme, mais les conversations privées mêlaient lassitude, colère et résignation. C'est dans ce climat que l'armée a observé sans intervenir immédiatement. Elle n'a pas agi par impulsion, mais attendu le moment où la perception d'illégalité dépasserait celle de l'instabilité. Lorsque ce seuil a été franchi, l'intervention est apparue, pour une partie de la population, comme une réaction plus lisible que les mécanismes civils existants. À ce stade, le parallèle régional s'est imposé. Dans les discussions d'officiers et de citoyens, l'exemple sahélien associé à Ibrahim Traoré revenait comme une grille de lecture, celle d'un pouvoir qui prétend se réaligner sur la souveraineté et rompre avec une gouvernance jugée déconnectée. Cette comparaison n'explique pas tout, mais elle éclaire pourquoi la rupture semblait déjà mentalement acceptée, avant même de devenir visible. Dans les heures qui ont suivi l'intervention, ce ne sont pas les déclarations officielles qui ont le mieux décrit le basculement, mais une série de scènes ordinaires. Un officier intermédiaire, chargé des premières opérations de sécurisation, évoquait une atmosphère tendue mais froide, loin de l'euphorie ou du chaos annoncé. Selon lui, le moment décisif n'a pas été l'arrestation en elle-même, mais la réaction presque immédiate des quartiers populaires. Dans plusieurs zones de Bissau, les habitants ont accueilli les soldats sans panique visible. Certains observaient. En silence, d'autres discutaient à voix basse,
comme si un poids venait d'être brièvement levé. Ce contraste entre la peur prédite et le soulagement ressenti a constitué le premier signal fort. La rupture n'était pas interprétée comme une menace immédiate, mais comme une clarification. Un commerçant du quartier de Bandim a raconté comment la fermeture soudaine des frontières avait d'abord créé un silence étrange, avant que les discussions ne s'enflamment dans les rues. Pour lui, ce geste militaire signifiait qu'une décision avait enfin été prise après des années de flottement institutionnel où rien ne semblait tranché. Ces micro-récits révèlent un impact précoce, souvent sous-estimé. L'effet principal ne venait pas de la force déployée, mais du contraste entre un État perçu comme paralysé et une action qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait cohérente. La question qui s'est alors imposée était simple. Ce soulagement initial pouvait-il se transformer en changement réel ou n'était-il qu'une parenthèse avant de nouvelles désillusions? Tout commence de manière discrète, alors que les signaux d'alerte s'accumulent. Les signaux d'alerte s'accumulent sans provoquer de rupture immédiate. Dissolutions successives, contestations politiques diffuses, décisions institutionnelles de plus en plus centralisées. Chaque déclaration publique creuse un peu plus la distance entre le pouvoir et une population déjà épuisée. La crise ne progresse plus par étapes visibles, elle s'accélère en silence. Puis, un point de bascule apparaît. La prolongation du mandat jusqu'en 2025 est perçue non comme un ajustement juridique, mais comme la confirmation que les règles ont cessé de protéger le collectif. Les opposants protestent, les institutions se crispent, et la rue ressent que l'équilibre fragile touche à sa limite. À ce stade, l'incertitude domine. Chacun sait qu'un choc est possible, sans savoir sous quelle forme il surgira. Le moment le plus tendu s'enclenche rapidement. Des résultats électoraux encore incomplets sont revendiqués simultanément par le pouvoir et par l'opposition. La confusion s'installe dans la capitale comme une brume épaisse. Les quartiers oscillent entre attente et agitation, tandis qu'aucune autorité civile ne parvient à imposer un récit stabilisateur. Cette absence de lisibilité accélère la perte de confiance et transforme une crise politique en brouillard institutionnel. L'intervention militaire intervient alors comme un mouvement net, presque chirurgical. Les positions stratégiques sont sécurisées en quelques heures, sans affrontement majeur. Le président est arrêté, les frontières sont fermées, et un chapitre politique se referme brutalement. Le pays ne découvre pas un chaos soudain, mais une décision ferme, là où les mécanismes ordinaires semblaient bloqués. Les premières réactions sont silencieuses. Les rues observent, mesurent, puis réagissent. Des scènes de liesse apparaissent dans certains quartiers, contrastant fortement avec les récits d'instabilité annoncés de l'extérieur. Ce décalage surprend. L'événement ne se vit pas comme une implosion, mais comme une résolution temporaire d'une tension prolongée. La population reconnaît moins la force que la clarté du geste. Très vite, la comparaison régionale s'impose. Dans les discussions informelles, le modèle sahélien est évoqué, notamment à travers l'exemple d'Ibrahim Traoré, devenu pour beaucoup un symbole de reprise d'initiative face à des pouvoirs jugés déconnectés. Les officiers de Guinée-Bissau connaissent ce précédent et en comprennent la portée symbolique, même si le contexte national diffère. Cette référence nourrit un imaginaire plus large qu'un simple événement local. La suite ressemble à une stabilisation prudente. Les routes se sont sécurisées, les bâtiments administratifs placés sous surveillance, les communications rétablies progressivement, les marchés rouvrent, les transports reprennent, et la ville cherche un nouveau rythme. Rien n'est encore réparé, mais la spirale descendante semble momentanément stoppée. À ce stade, on distingue une séquence claire, avec une activation lente, une bascule rapide, puis des ondes de choc maîtrisées. Ce qui reste en suspens n'est plus l'événement lui-même, mais sa trajectoire. Le renversement a tranché un blocage, sans répondre encore à la question centrale. Cette décision marque-t-elle le début d'une reconstruction,
ou seulement une pause dans un cycle plus ancien d'instabilité. Avant la rupture, 3 signaux permettaient déjà de mesurer l'usure du système, puis leur évolution après l'intervention militaire a dessiné un premier changement lisible. Le cadre institutionnel de départ montrait un Parlement affaibli par 2 dissolutions successives, réduisant sa capacité législative à une fonction presque symbolique. Cette donnée comptait moins par son volume que par ce qu'elle signalait. Le glissement progressif d'un équilibre constitutionnel vers une gouvernance par décision concentrée, perçue comme de plus en plus éloignée du contrôle citoyen. Un second repère concernait les services publics. Les hôpitaux signalaient depuis plus d'un an des pénuries récurrentes, avec 30% des unités médicales en situation critique. Ce chiffre traduisait une fatigue administrative profonde, ressentie directement par les familles, pour lesquelles la défaillance de l'État n'était plus abstraite, mais quotidienne. La légitimité gouvernementale s'érodait à mesure que ces manques devenaient visibles et persistants. Un troisième repère touchait à l'économie domestique. Les marchés enregistraient une hausse moyenne de 18% sur certains produits alimentaires de base. Cette augmentation, même limitée à des biens essentiels, suffisait à transformer la crise politique en contrainte immédiate pour les ménages, accentuant la perception d'un pouvoir incapable de protéger les niveaux de vie. Ces 3 éléments décrivent la situation de départ, pris isolément. Aucun ne provoquait l'effondrement. Ensemble, ils dessinaient une trajectoire où la confiance diminuait plus vite que la capacité des institutions à se réformer. La décision de prolonger le mandat présidentiel a agi comme un amplificateur, transformant des signaux dispersés en récits cohérents de concentration du pouvoir. Le changement apparaît dans les heures et les jours suivant l'intervention. Les 4 premières heures ont montré une stabilisation relative. Marché ouvert, circulation rétablie, communication clarifiée. Il ne s'agissait pas d'une amélioration structurelle, mais d'un arrêt temporaire de la dégradation. Pour la population, cette inflexion a été lue comme un répit, non comme une solution définitive. Ce passage de la situation de départ au changement révèle un point clé. La rupture n'a pas créé de nouveaux problèmes. Elle a suspendu, brièvement, l'accumulation de ceux qui existaient déjà. Les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils montrent pourquoi l'effondrement semblait inévitable avant même de devenir visible. Dans les discussions régionales, ce diagnostic est souvent comparé à d'autres trajectoires sahéliennes. L'exemple associé à Ibrahim Traoré est invoqué non pour ses résultats, mais pour sa méthode initiale. Produire rapidement des signaux de contrôle et de lisibilité afin de regagner un minimum de confiance. Cette comparaison éclaire l'enjeu central de la transition en Guinée-Bissau. Désormais, chaque variation future de ces indicateurs servira de test. Une amélioration durable indiquerait un début de reconstruction. Une stagnation ou une rechute signalerait que la rupture n'a été qu'un interlude. Les chiffres deviennent ainsi à la fois diagnostic et avertissement, rappelant que la crédibilité d'un pouvoir se mesure moins à l'événement fondateur qu'à sa capacité à infléchir durablement ses paramètres essentiels. 2 interprétations concurrentes se sont imposées dès les premières heures, suivant l'intervention militaire, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première lecture considère l'armée comme un acteur de dernier recours. Selon cette thèse, le pouvoir civil avait déjà franchi plusieurs lignes rouges. Dissolution répétée du Parlement, dégradation continue des services publics et décision de prolonger le mandat perçue comme une confiscation des règles communes. Dans cette perspective, l'intervention n'aurait pas interrompu un processus démocratique fonctionnel, mais stoppé une dérive où les mécanismes ordinaires ne produisaient plus de protection collective. Le soulagement observé dans la rue est alors lu comme un indicateur de légitimité sociale, même imparfaite. La seconde lecture adopte une posture plus prudente, voire critique. Elle souligne qu'une rupture constitutionnelle, même soutenue par une partie de la population, crée un précédent risqué. Selon cette approche,
Accepter qu'un pouvoir armé remplace un pouvoir élu ouvre la porte à une normalisation de l'exception. Les défenseurs de cette thèse rappellent que les transitions militaires, y compris lorsqu'elles naissent d'un large soutien populaire, tendent à s'allonger et à produire leur propre forme d'opacité. Le risque central n'est pas l'événement initial, mais l'installation progressive d'un mode de gouvernance difficile à refermer. Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut revenir aux faits observables. L'effondrement n'a pas été déclenché par une contestation soudaine, mais par une accumulation de dysfonctionnements documentés. Pénurie hospitalière, hausse des prix, paralysie institutionnelle. La décision de prolongation du mandat a servi de catalyseur, car elle a concentré ses frustrations en un seul geste symbolique. L'armée est intervenue à un moment où la confusion menaçait de dégénérer en affrontement ouvert, ce qui donne du poids à l'argument du dernier recours. Cependant, la prudence reste justifiée. Les exemples régionaux, souvent associés à Ibrahim Traoré, montrent que l'élan initial peut rapidement s'éroder si les résultats concrets tardent à apparaître. La réponse la plus rigoureuse n'est donc ni l'adhésion totale, ni le rejet immédiat, mais une évaluation conditionnelle. La transition sera jugée non sur sa rupture fondatrice, mais sur sa capacité à ne pas remplacer une dérive par une autre. Ce point marque un changement décisif de lecture. L'intervention militaire en Guinée-Bissau ne s'inscrit pas seulement dans une crise nationale. Elle reprend un enchaînement stratégique déjà observé ailleurs en Afrique de l'Ouest. La sécurisation rapide de la capitale, la fermeture des frontières et le verrouillage administratif suivent un séquencement familier, pensé pour reprendre le contrôle symbolique avant toute annonce politique. Cette similarité n'est pas fortuite. Des officiers bissau-guinéens avaient étudié avec attention les dynamiques sahéliennes, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, perçues comme une manière de restaurer l'autorité de l'État sans attendre une validation extérieure immédiate. Ce détail, longtemps relégué au rang de rumeur, est devenu structurant lorsque les premières mesures post-renversement ont épousé presque exactement le même rythme opérationnel. La révélation est cela. L'armée n'a pas seulement réagi à une urgence interne, elle a appliqué une grille régionale déjà éprouvée dans l'imaginaire militaire. Cela modifie l'enjeu. La transition ne sera pas évaluée uniquement sur ses décisions internes, mais sur sa capacité à adapter ce modèle à un contexte différent, sans en reproduire mécaniquement les limites. À partir de ce moment, la chute cesse d'être un événement isolé. Elle devient un signal observé attentivement par d'autres capitales, conscientes que ce schéma pourrait se diffuser bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau. Pour les citoyens, l'effet le plus immédiat a été psychologique avant d'être matériel. Le soulagement observé dans les rues ne signifiait pas une amélioration soudaine des conditions de vie, mais la sensation qu'une paralysie avait été interrompue. Les marchés rouverts et la circulation rétablie ont donné l'impression d'un retour minimal à la normalité. Toutefois, cette accalmie reste fragile. Les familles attendent des signaux tangibles sur les prix, l'accès aux soins et la régularité des services, conscient que le répit peut s'éroder aussi vite qu'il est apparu. Pour l'État et l'appareil administratif, la conséquence est plus structurelle. La transition a réduit brutalement la marge d'ambiguïté. Les administrations locales, longtemps ralenties par l'inertie institutionnelle, se sont retrouvées sous pression pour produire des résultats rapides et visibles. Cette contrainte peut renforcer l'efficacité à court terme, mais elle comporte aussi un risque, celui de décisions centralisées, difficiles à corriger si elles ne sont pas accompagnées de mécanismes de contrôle. L'État gagne en lisibilité, mais teste sa capacité à durer sans se rigidifier. Les acteurs non étatiques ont, eux aussi, réajusté leurs calculs. Les commerçants voient dans la stabilisation initiale une possibilité de fluidifier les échanges essentiels après des mois marqués par la hausse des prix et l'incertitude réglementaire. Les diasporas, importantes pour les transferts financiers, adoptent une posture prudente,
oscillant entre espoir de redressement et crainte d'un nouveau cycle d'instabilité. Les réseaux religieux et communautaires appellent à une gouvernance apaisée, conscients que les fractures internes pourraient s'aggraver si la transition s'éternise. À l'échelle régionale, l'impact dépasse largement les frontières de la Guinée-Bissau. La reprise d'un schéma déjà observé au Sahel a déclenché une réévaluation silencieuse dans plusieurs capitales ouest-africaines. L'influence associée à Ibrahim Traoré est ici moins idéologique que méthodologique. Démontrer qu'une intervention rapide, suivie de signaux de souveraineté, peut suspendre une crise aiguë. Cette diffusion potentielle inquiète les organisations régionales, qui doivent donc désormais composer avec une dynamique perçue non plus comme exceptionnelle, mais reproductible. Ces conséquences dessinent une ligne claire. À court terme, la transition gagne du temps et de la lisibilité. À moyen terme, chaque acteur jugera sur pièce. Si les indicateurs du quotidien s'améliorent, le soutien se consolidera. S'il stagne, le soulagement initial pourrait se transformer en attente frustrée. Le renversement a redistribué les cartes, sans encore décider de la partie. Dans l'hypothèse la plus probable à court terme, la transition cherche avant tout à stabiliser l'appareil d'État sans engager de rupture profonde. Les priorités restent la sécurité, le fonctionnement minimal des administrations et la lisibilité des décisions. Les audits commencent, mais avancent lentement. Les partenaires régionaux observent sans intervenir directement, tant que la situation demeure contenue. Dans cette configuration, la confusion recule, mais les améliorations restent modestes. Le pays ne s'enfonce pas, sans pour autant se transformer. Cette trajectoire maintient un équilibre fragile, où la patience populaire devient une ressource limitée. Dans l'hypothèse la plus favorable, la transition exploite son capital initial pour engager des réformes ciblées. Les circuits opaques sont partiellement assainis, certains contrats sont réévalués et une fraction des ressources est redirigée vers des infrastructures visibles, comme les hôpitaux ou les transports urbains. Ces résultats concrets nourrissent la confiance et réduisent les résistances internes. Les acteurs économiques reviennent progressivement, misant sur une stabilisation durable. À l'échelle régionale, la Guinée-Bissau gagne en crédibilité comme cas de redressement. Cette hypothèse suppose une discipline politique forte et une capacité à éviter les rivalités internes, défi central de toute transition militaire. Dans l'hypothèse la plus défavorable, les tensions latentes réapparaissent. Les intérêts établis freinent les réformes, les décisions s'enlisent et les divisions internes s'accentuent. La pression extérieure augmente, exigeant des calendriers clairs et des garanties politiques. La population, privée de résultats visibles, replonge dans la lassitude. Les prix repartent à la hausse, ravivant les frustrations initiales. Le pays entre alors dans un cycle de blocage, où ni la transition ni ses opposants ne parviennent à imposer une direction cohérente. Ce cadre n'est pas une prédiction, mais une lecture conditionnelle. Si les réformes produisent des effets tangibles, alors l'élan initial peut se convertir en stabilité. Si elles stagnent, alors les dynamiques qui ont mené à l'effondrement risquent de réapparaître sous d'autres formes. Les prochains mois ne diront pas seulement ce qui change, mais ce qui est réellement capable de durer. Pour le spectateur, cette transition n'est pas un simple épisode politique lointain. Elle renvoie à une expérience familière, celle d'institutions qui promettent sans livrer, puis d'une rupture qui crée un espoir prudent, sans garanties immédiates. Ce qui se joue en Guinée-Bissau permet de lire autrement la relation entre légitimité, efficacité et patience collective. Le soulagement initial n'est pas une adhésion aveugle, mais une suspension du doute, accordée à condition de résultats concrets. Selon les profils, l'impact se décline différemment. Pour ceux qui dépendent sans des services publics, la question centrale reste l'accès réel aux soins, à l'administration et à la protection sociale. Une amélioration visible, même limitée, suffit parfois à restaurer un minimum de confiance. Pour les actifs économiques, petits commerçants ou entrepreneurs informels,
La priorité est la stabilité des règles et la prévisibilité des décisions, conditions nécessaires pour investir ou simplement planifier. Pour les jeunes, souvent les plus désillusionnés, la chute du pouvoir ouvre une brèche symbolique. Elle suggère que l'immobilisme n'est pas inévitable, mais elle rappelle aussi que les ruptures peuvent décevoir si elles se figent. Leur attente n'est pas idéologique. Elle est pragmatique, tournée vers l'emploi, la mobilité et la possibilité de se projeter. Les familles, enfin, jugent avant tout sur le coût de la vie. Une stabilisation des prix vaut parfois plus qu'un discours de réforme ambitieux. Au-delà du cas bissau-guinéen, cette séquence invite à une vigilance active. Observer les signaux faibles, comparer les promesses aux effets mesurables et refuser la normalisation de l'exception deviennent des réflexes essentiels. La transition n'interpelle pas seulement un pays, elle questionne la manière dont chacun évalue le changement politique, non sur son intensité initiale, mais sur sa capacité à améliorer durablement le quotidien. La crédibilité de la transition dépendra moins des discours que d'une séquence d'actions lisibles, organisées dans le temps. Pour commencer, il s'agit de restaurer les services essentiels. Hôpitaux, douanes et administrations locales doivent fonctionner selon des objectifs trimestriels simples, mesurés par des indicateurs visibles. Disponibilité du matériel, réduction des délais et reprise de la fréquentation. Cette logique privilégie des preuves rapides plutôt que des annonces générales afin de transformer le soulagement initial en confiance prudente. Ensuite, il s'agit de la gouvernance économique. Il s'agit d'identifier les circuits de revenus les plus opaques, de renforcer la traçabilité des flux et de réévaluer certains contrats jugés déséquilibrés. Les résultats attendus ne sont pas spectaculaires, mais progressifs. Meilleure lisibilité budgétaire et réinvestissement ciblé dans des infrastructures de base. Dans plusieurs pays du Sahel, des démarches similaires, souvent associées à Ibrahim Traoré, ont montré que la crédibilité se reconstruit par des signaux répétés plutôt que par une réforme unique. Puis vient la stabilité politique. Un calendrier clair de réformes institutionnelles doit être défini, accompagné de mécanismes minimaux de suivi citoyen. L'objectif n'est pas de créer immédiatement une architecture démocratique complète, mais d'éviter que l'exception ne devienne permanente. Chaque décision doit rester alignée avec des objectifs mesurables et partagés. Enfin, il faut maintenir la cohérence de l'ensemble. Une transition avance lorsqu'elle réduit l'écart entre promesses et effets concrets. Si cette feuille de route reste lisible et suivie, elle peut transformer une rupture risquée en trajectoire maîtrisée. À défaut, elle confirmera que l'événement fondateur n'était qu'un détour de plus dans un cycle déjà connu. Lorsque l'officier intermédiaire évoqué plus tôt repense aux premières heures du renversement, il décrit un moment suspendu où la ville semblait hésiter entre la peur apprise et l'espoir inattendu. Ce silence, bref mais dense, résumait l'état d'un pays fatigué d'attendre des institutions qu'elles fonctionnent comme promis. Depuis, cette hésitation s'est transformée en attente vigilante, presque exigeante, envers ceux qui dirigent la transition. Le parallèle souvent tracé avec Ibrahim Traoré éclaire cette tension. Les symboles peuvent inspirer et donner un langage commun à une rupture, mais ils ne remplacent jamais les résultats capables de modifier la vie quotidienne. Les habitants de Bissau ne jugent pas sur les références régionales, mais sur des détails concrets. Un hôpital qui rouvre, un prix qui cesse d'augmenter, une administration qui répond enfin. Dans les rues où les premiers signes de soulagement ont émergé, une conviction discrète s'est installée. Un changement n'a de valeur que s'il protège ceux qui n'avaient de plus la force de croire aux promesses officielles. La transition est désormais mesurée à l'aune de cette exigence silencieuse. Ce moment n'est donc pas seulement une fin de mandat, mais un rappel brutal. L'espoir politique ne survit que s'il s'ancre dans des améliorations perceptibles, répétées et durables.
La transition qui s'ouvre en Guinée-Bissau dépasse le sort d'un homme ou d'un mandat. Elle agit comme un miroir tendu à toute la région, révélant les attentes profondes envers l'État, la justice et la responsabilité publique. Ce qui se joue maintenant n'est pas seulement institutionnel, mais profondément social, la capacité d'un pouvoir à redevenir utile, lisible et protecteur. Les prochains mois diront si cette rupture peut réduire les inégalités, renforcer des institutions affaiblies et offrir une stabilité que beaucoup n'osaient non plus attendre. Les voix de la société civile, des jeunes comme des anciens, restent déterminantes pour éviter que le silence ne remplace à nouveau l'exigence citoyenne. L'exemple souvent associé à Ibrahim Traoré rappelle une leçon simple. L'inspiration régionale peut ouvrir des possibles, mais seule la constance transforme une promesse en réalité vécue. Chaque décision, chaque retard, chaque amélioration comptera davantage que les déclarations solennelles. Alors, au-delà des analyses et des hypothèses, une question demeure ouverte. Quels signes concrets permettront de reconnaître qu'un véritable renouveau est en train d'émerger? Et à partir de quand un peuple peut-il raisonnablement recommencer à croire que le changement n'est plus provisoire, mais durable?